avec Monsieur Audrin, qui est chargé de mission du contrat local de santé. Alors, quelques points pratiques avant de démarrer. Le webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne sur les sites internet des PRSE Bretagne et Pays de la Loire début juillet, en même temps que le webinaire précédent du 28 mai et le prochain du 27 juin. Donc, vous aurez un mail d'information avec les liens pour pouvoir y accéder. Et vous aurez aussi accès aux présentations de ces différents webinaires si vous voulez les regarder. Là, pour le moment, vos caméras et micros sont coupés, mais on aura 2 séquences, dédiées à des temps de questions, réponses où vous pourrez, prendre la parole en utilisant le bouton pour lever la main, si vous voulez. Et vous pouvez aussi, tout du long du webinaire, participer via le chat, poser vos questions ou vos remarques via le chat. On assure un suivi, pendant le webinaire, donc vous pouvez aussi, contribuer, par ce biais-là. Voilà pour les petits points pratiques. Donc, comme, Gwenaëlle Hiver a pu se connecter, bah, Gwenaëlle, je te propose de prendre la parole, peut-être en te présentant et puis, voilà, de démarrer, ta présentation en partageant ton écran, si tu le souhaites. Bonjour, Gwenaëlle Hiver, donc je travaille à l'Agence régionale de santé, des Pays de la Loire, à Nantes. J'anime, avec, la région et la DREAL et le SGAR, le plan régional santé-environnement, des Pays de la Loire. Je voudrais juste vérifier que le partage d'écran fonctionne bien. Oui, c'est bon. C'est bon? Merci. Donc ce webinaire, se situe dans le cadre d'un travail partenarial, entre, les 2 ARS, les 2 conseils régionaux et les 2 observatoires régionaux de la santé, de Bretagne et des Pays de la Loire, qui ont donné lieu, à la parution d'un guide, en novembre 2023, qui a pour objectif de faciliter l'intégration de la santé environnementale dans les politiques, locales. Ce webinaire se situe en deuxième position d'un cycle de 3. Le premier était plus largement tourné vers le diagnostic local santé-environnement dans son intégralité. Et là, on vous propose sur les 2 prochains de faire une focale thématique. Donc aujourd'hui, nous allons parler des bâtiments et des logements sains et adaptés. euh, En croisant aux enjeux d'inégalité sociale, territoriale et environnementale. Ah, où est-ce que je me situe pour hop. Donc ce guide, il part, du principe, et du constat que de nombreuses, politiques, des collectivités territoriales croisent les enjeux de santé environnementale, et propose, de construire un plan d'action en santé environnementale, à partir, idéalement en tout cas, d'une phase initiale de diagnostic, local en santé environnementale. Sachant qu'un plan, d'action en santé environnementale, il peut être, un volet, des politiques sectorielles ou un plan d'action, santé environnement en tant que tel. Il propose, dans son analyse, en tout cas, de croiser et la situation, sanitaire, sociale et environnementale en mettant en évidence les spécificités locales, les forces, et les axes de progression sur la thématique, ainsi que les, personnes, et publics vulnérables ou plus susceptibles d'être impactés, par ces enjeux. Mais la proposition, c'est bien entendu de le croiser avec les besoins et les demandes de la population et des professionnels du territoire, ainsi que les ressources, les dynamiques préexistantes sur lesquelles on peut s'appuyer aussi pour développer un plan d'action en santé environnementale. Donc ce diagnostic peut constituer une opportunité aussi de mieux connaître ou en tout cas de mieux faire connaître, ses forces, territoriales et ses besoins. Et c'est un outil de mobilisation, par le partage ou en tout cas une action, un diagnostic partagé. Ça permet cette mobilisation et c'est une opportunité de renforcer aussi la cohérence, d'un projet politique en plaçant, la santé au cœur de ce projet et ainsi que la qualité de vie des habitants du territoire. Donc c'est l'objet de ce guide, que l'on vous présente là et qu'on va évoquer, aujourd'hui. Il est construit autour de 6 enjeux, qui sont
identifier en regard complet des leviers, d'action que vous avez, dans vos collectivités. Le premier enjeu, s'intéresse à la préservation et la valorisation des milieux et des ressources naturelles. Le deuxième est plus tourné vers, les émissions et les expositions aux polluants et aux nuisances. Le prochain webinaire vous proposera, justement cette approche croisée des enjeux 3 et 4, autour des questions de planification et d'aménagement du logement. Et aujourd'hui, 5 et 6, donc nous allons aborder les bâtiments et les logements, sachant que les enjeux 3 et 4, dédiés au changement climatique et aux inégalités, sociales et territoriales de santé, sont très transverses et donc sont intéressants à croiser avec, les autres enjeux. Donc pourquoi s'intéresser, aux bâtiments et aux logements au regard de leur impact sur la santé? C'est vrai que nous passons la majorité de notre temps à l'intérieur, hein, en vérité, selon les profils ou les publics, ça peut être de 70 à 90 de notre temps. Il faut se rappeler aussi que l'air intérieur, il est composé, en premier lieu de l'air extérieur, mais auquel viennent s'additionner, les polluants associés à nos activités humaines à l'intérieur, des logements et des bâtiments. Donc, on peut évoquer, la cuisson, le bricolage ou les travaux, les produits d'entretien, mais également la production d'humidité par la respiration ou par nos activités. Ça se traduit par un certain nombre de polluants qui peuvent être suivis, comme les composés organiques volatiles, dont certains sont cancérigènes, le monoxyde de carbone, qui est un toxique heu, responsable enfin le premier agent d'intoxication dans le logement, le radon, et puis également d'autres aspects qui sont, moins en lien direct avec la qualité de l'air intérieur stricto sensu, mais l'humidité, le confort thermique, et acoustique. Et puis, j'insisterai aussi sur le rôle social du logement. Je pense que c'est quelque chose qui est apparu, bien plus, de manière très nette pendant le covid. Et donc ces enjeux, ils sont également à croiser avec les inégalités, de santé qui peuvent être, du fait de la sensibilité des publics. En l'occurrence, par exemple, les enfants ont une sensibilité toute particulière à la qualité de l'environnement. Ils méritent, une attention particulière, mais également l'adaptation à des besoins spécifiques, donc pour les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Et puis, évidemment, les enjeux de précarité énergétique qui marquent, de plus en plus largement vos politiques et qui peuvent être liés directement avec, la santé. Le contexte de changement climatique en termes d'atténuation et d'adaptation sont évidemment aussi, à croiser avec ces enjeux de santé et les impactent directement. Dans nos régions, 2 indicateurs, rapidement là permettent de situer l'importance du sujet. C'est peut-être le sujet du radon puisque, une grande majorité des communes, de nos territoires sont concernées par un risque, radon modéré à élevé, sachant qu'il faut modérer le chiffre Pays de la Loire là de 53 puisqu'il intègre, le département de la Sarthe qui est situé sur le bassin parisien. Donc si on retire, le département de la Sarthe qui est beaucoup moins concerné que les autres, on a un taux, bien plus fort. Et le contexte de précarité énergétique, environ 14 à 15 des logements, de Bretagne et de Pays de la Loire sont concernés par cette précarité, énergétique du logement et constituent un public, prioritaire en termes d'impact sur la santé du logement. Donc si on regarde, et donc le guide propose cette, heu, infographie pour chacun des enjeux. Les impacts sur la santé associés à la pollution de l'air, donc peuvent être reliés directement à des troubles respiratoires et cardiovasculaires, comme la pollution de l'air extérieur, c'est encore plus vrai pour, la pollution de l'air intérieur. Les enjeux de suroccupation peuvent être, reliés à différents aspects de santé, mais notamment de santé mentale et de santé sociale. Tout à l'heure, j'évoquais, la possibilité aussi d'avoir, des interactions sociales dans son logement, heu qui ont été mises en évidence, notamment par le covid. Les questions d'aération vont avoir un impact direct sur les polluants, du logement. Là,
on peut évoquer l'intoxication au monoxyde de carbone qui est reliée aussi à des appareils, de chauffage défectueux. Des questions de confort, thermique et acoustique, mais également l'accès à la nature, également qui a été bien, relié, aux questions de mortalité pendant la canicule de 2003 notamment, ça avait été assez bien, documenté. Donc ce sont des enjeux importants en termes de santé et de bien-être également dans le logement. Et puis cette question de précarité énergétique est reliée directement également avec, les risques de propagation de maladies infectieuses et de santé mentale, dégradée dans le logement. En termes de politique, du coup, en tant qu'élu et agent de collectivité, vous avez, plusieurs leviers et donc plusieurs politiques, à votre main, qui ont un impact sur la santé environnementale et qui peuvent intégrer ces enjeux de qualité, des logements et des bâtiments. Donc ça peut être, directement les politiques de santé en participant au plan régional santé-environnement ou dans le cadre des contrats locaux de santé que vous pouvez, signer avec, les ARS. Mais c'est également dans vos politiques sectorielles, d'aménagement et d'urbanisme, notamment les SCOT et les PLU, ou PLUI, les opérations de revitalisation, des centres-bourgs, qui sont aussi l'occasion d'intégrer ces enjeux, de qualité des logements. Les plans climat, air, énergie, et les contrats de relance et de transition écologique, par exemple, aussi peuvent intégrer ces questions-là. Évidemment, du coup, la politique de logement, que ce soit la politique locale de l'habitat, les aides à l'amélioration de l'habitat, qui peuvent aussi intégrer ces enjeux de qualité de l'air intérieur, par exemple, ou de confort, acoustique. Et puis, les plateformes, territoriales de rénovation énergétique, je pense que ces acteurs, de plus en plus intègrent aussi ces enjeux à leurs conseils aux particuliers. Ça peut être aussi un enjeu du plan d'éducation, du territoire, puisqu'en termes de sensibilisation et de montée en compétences, des citoyens, il y a fort à faire. Heu et comme je vous le disais tout à l'heure, les enfants constituant un public prioritaire, nous avons également identifié la politique de la petite enfance avec la programmation des établissements d'accueil jeunes enfants, les relations que vous pouvez avoir aussi avec les assistantes maternelles et les relais assistantes maternelles, dont, la qualité, environnementale est fondamentale. Et puis, également les questions de réglementation, de pouvoir de police, notamment quand on s'intéresse quand on aborde, les habitats dégradés, insalubres ou indignes sur lesquels, vous pouvez avoir un pouvoir de police. Donc voilà un petit peu le panorama dans lequel on propose d'inscrire cette thématique, des logements et de qualité et d'impact sur la santé. Merci Gwenaëlle. Eh bien, je vous propose de poursuivre plus en détail avec la présentation du guide et de comment il peut être utilisé pour travailler sur ces enjeux d'habitat et d'environnement intérieur, avec une présentation de Clara Galland, chargée d'études à l'ORS Pays de la Loire, et Patricia Bédag, qui est chargée d'études à l'ORS Bretagne. Alors, je vous laisse partager votre écran si vous voulez et je vous mets dans le chat le lien de téléchargement du guide. Voilà, si vous voulez le télécharger pour l'avoir sous les yeux pendant la présentation. On t'entend pas, Clara. Pardon, excusez-moi. Je me représentais rapidement en disant que donc, avec, Patricia, qui présentera avec moi aujourd'hui, nous travaillons toutes les 2 dans les observatoires régionaux de la santé et nous allons poursuivre donc la présentation de Gwenaëlle qui vous a donné déjà des premiers éléments de plaidoyer pour, travailler sur cette question, de favoriser des habitats et environnements, intérieurs sains et durables et donc, dans le guide, outre les premiers éléments de langage sur pourquoi agir et quels sont les liens entre cet enjeu et les impacts sur la santé, il y a aussi des éléments pour, passer à l'action et puis qui sont organisés à la fois en grandes thématiques et en lien avec, les différents plans dans lesquels vous pouvez les inscrire qui
qui relèvent des compétences des collectivités. Donc, pour ce qui s'agit des thématiques, aujourd'hui, je vais vous en présenter très, très rapidement deux. Pour travailler sur ce sujet, il peut être possible de travailler sur la sensibilisation. Donc, Gwenaëlle l'a évoqué déjà rapidement, parce que prévenir les risques sanitaires liés aux environnements intérieurs, ça passe par la sensibilisation et l'éducation des différents publics. Donc, Gwenaëlle le disait tout à l'heure, ça peut s'inscrire dans des politiques de formation, d'éducation, ça peut cibler des publics plus vulnérables que sont les enfants ou des publics plus précaires. Donc, il y a de multiples possibilités qui relèvent de ça. Ça peut aussi être en lien avec des professionnels de santé, si on pense à des publics particulièrement sensibles par le fait des pathologies auxquelles ils peuvent être qui peuvent subir. Et donc, dans le guide, il y a à la suite de ces grands thématiques d'action, des zooms sur certaines actions qui ont déjà été développées par des collectivités. Donc, ce sont des exemples, il en existe d'autres, et que vous pouvez voir qui sont décrites rapidement par le titre de l'action et la commune ou la collectivité qui les a mises en œuvre. Et puis, il y a une petite ampoule sur laquelle vous pouvez cliquer qui vous envoie vers un lien pour aller en savoir plus sur cette action. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Un autre domaine d'intervention sur cet enjeu, c'est participer à aménager des logements favorables à la santé. Et en tant que collectivité, vous pouvez agir en accompagnant et en veillant à l'application de la réglementation, notamment en matière de qualité de l'air intérieur. On en parlera tout à l'heure avec les exemples des collectivités, mais notamment sur le radon, il y a des choses que vous pouvez faire. Et puis, vous, collectivités, avez des compétences en matière d'établissement recevant du public. Donc, c'est aussi dans ce domaine que vous pouvez aller agir peut-être plus particulièrement. Voilà, et donc à chaque fois, je le redis, et Gwenaëlle l'a évoqué tout à l'heure, sont aussi indiqués les autres plans et programmes d'action dans lesquels vous pouvez insérer ces actions. Ça peut être un plan volontaire santé-environnement, mais ça peut aussi être dans le cadre d'un programme local d'habitat ou d'un programme d'aménagement comme celui des petites villes de demain, par exemple. Bonjour, je vais poursuivre. Patricia Bédac de l'ORS Bretagne. Le guide, il vous explique comment recueillir des indicateurs environnementaux sur la qualité du logement et de l'air intérieur à travers plusieurs thématiques. Le radon, la suroccupation du logement, la précarité énergétique liée au logement, dont les impacts sanitaires vous ont été présentés en introduction. En lien avec ces indicateurs environnementaux, des indicateurs sociaux démographiques permettent en complément une approche des besoins de la population sur le territoire pour, par exemple, cibler des actions de prévention en direction de certains publics plus spécifiques, plus vulnérables. Pour vous permettre de connaître la part de population vulnérable sur votre territoire et puis sa localisation. Enfin, des indicateurs sanitaires vous sont proposés pour caractériser l'état de santé des habitants sur le territoire, sur des pathologies en lien avec la thématique environnementale, donc ici l'habitat et les environnements intérieurs. Suivante. Merci Clara. Le guide se décompose en plusieurs fiches techniques rédigées pour chacun des indicateurs à collecter et où l'on a précisé quelle est la donnée à recueillir, où la trouver, comment analyser la donnée, comment se comparer à une valeur de référence ou à une moyenne régionale et départementale. Par exemple, pour le radon, il est intéressant de se rendre sur le site vous proposant cette carte de potentiel radon par commune et on vous propose d'identifier la part des communes, mais pas seulement la part des communes concernées par un potentiel radon significatif de niveau 3. Donc c'est environ pour la région Pays de la Loire 50% des communes qui sont concernées. Mais le guide propose également de calculer la part de la population qui est concernée.
et on passe à un chiffre de 70% de la population nigérienne concernée, d'où cette approche, hein, ces 2 indicateurs qui sont complémentaires et que l'on vous propose de recueillir. On vous rappelle aussi dans le guide, et cela peut servir aussi vos actions de prévention sur le territoire, on vous rappelle que l'association Tabagisme et Radon, elle multiplie par 20 le risque de développer un cancer du poumon à exposition de radon égale. Suivante. La précarité énergétique liée au logement. Il est possible de recueillir à la fois le nombre de ménages concernés sur un territoire et également la part des ménages concernés, avec des données qui sont possiblement disponibles à l'IRIS pour les grandes agglomérations. La valeur sur un territoire peut être comparée avec d'autres niveaux géographiques, le niveau départemental, le niveau régional et la cartographie qui peut être conçue de manière relativement facilement va permettre aussi de mettre en évidence les variations entre les différentes communes d'un même territoire, d'un même EPCI. Suivante. Le guide souligne également la nécessité de prendre en compte les inégalités sociales dans l'élaboration du plan santé-environnement. Par exemple, il propose de recueillir le taux de pauvreté à la commune sur un territoire et le croisement des données environnement avec ces données sociaux, démo et économiques, elles peuvent permettre de mettre en évidence des territoires qui sont plus vulnérables et où vous pouvez mettre en place des actions de prévention adaptées en direction de publics plus vulnérables dans le but de réduire les inégalités sociales. Sur la diapo suivante, j'évoque le fait de croiser, de faire du lien avec les documents clés qui existent au sein de la collectivité, comme parfois des diagnostics préalables au PLH qui ont été déjà élaborés, de recueillir des informations, par exemple, sur les recours à des services d'accompagnement à la rénovation énergétique qui pourraient être disponibles dans vos services. Également, il est possible de collecter des informations qui ne sont pas disponibles via les données quantitatives et vous pouvez mettre en place des entretiens auprès des acteurs locaux ou des habitants sur différentes thématiques qui viendraient préciser les besoins de la population ou des acteurs du territoire, préciser des perceptions, des attentes qui pourraient faire émerger des constats sur le territoire à prendre en compte. Donc le guide, il évoque cette possibilité et cette nécessité de s'appuyer sur différentes approches qui sont complémentaires, à la fois un recueil d'indicateurs quantitatifs, à la fois croisés avec des données déjà existantes dans la collectivité ou mettre en place des entretiens pour au final analyser et croiser l'ensemble de ces données et jongler aussi au niveau des échelles géographiques, que ce soit EPCI ou communes. Voilà, donc Patricia vous le disait à l'instant et Gwenaëlle vous a déjà montré cette image, mais je me permets d'y revenir juste une petite seconde pour bien vous redire que cette phase de diagnostic, c'est bien aller chercher des données sur le territoire, mais pas uniquement des données statistiques, mais aussi des données qui existent et puis des avis et perceptions des acteurs sur le territoire. Il constitue bien une phase d'état des lieux sur le territoire, mais ce n'est pas uniquement cette phase et qu'il est indispensable de la mettre ensuite en œuvre
pour aboutir à un objectif de programmation et de mise en œuvre d'actions pour aller plus loin. C'est pas seulement faire un état des lieux. Et donc, ces données, Patricia vous l'a présenté rapidement tout à l'heure, il faut les croiser entre elles pour les faire parler. Il faut les croiser entre données quantitatives, mais aussi entre données existantes sur le territoire, entre acteurs pour partager les constats et puis faire émerger des priorités parce que il est très important de bien hiérarchiser les problématiques. Donc, il est important de dégager ensemble sur le territoire des faits marquants, des points forts, également des points faibles. Et c'est ainsi qu'on peut dégager des pistes d'action, des pistes de solutions, ou en tout cas des thématiques sur lesquelles on veut travailler de manière prioritaire. Et ensuite, ces thématiques prioritaires peuvent à nouveau être discutées et puis hiérarchisées en fonction des moyens existants sur le territoire, des envies, etc. Et c'est ainsi que peut émerger un plan d'action. Et donc, le diagnostic, pour qu'il ait un sens, il faut bien qu'il puisse aller jusqu'à l'élaboration d'un plan d'action, la mise en œuvre d'action. Merci à toutes les deux. Alors, avant de passer justement sur des exemples d'actions, je vous propose de prendre un temps de questions-réponses. Si jamais il y avait des questions parmi les participants au webinaire, n'hésitez pas, soit en cliquant sur le bouton lever la main, soit en posant votre question dans le chat directement. Alors, on a une main levée. Iman, est-ce que tu peux autoriser le micro, s'il te plaît? Oui, j'autorise. Alors. Ah non, c'est bon, je pense. Monsieur Allard, du coup, je pense que vous pouvez parler. Oui, bonjour. Merci. Vous avez parlé du radon. Est-ce que les ARS disposent d'une base venant de l'IRSN ou des résultats radon sur les collectivités, hein, puisqu'il y a un certain nombre de mesures qui soit sont réalisées soit dans le cadre des contrats locaux de santé, mais également dans les obligations des collectivités de mesurer le radon recevant du public. Est-ce que vous avez une base indicative qui indique, par rapport aux communes, en particulier au niveau 3, des taux indicatifs de radon avec des pourcentages, hein, par exemple? Donc, vous faites peut-être allusion à deux choses différentes. C'est soit dans le cadre des campagnes volontaires qui peuvent être organisées par vos associations, puisque du coup, vous êtes du FC Que Choisir. Vous travaillez dans la région Pays de la Loire sur les campagnes radon. Donc là, à partir de cette année, l'ARS va recevoir les résultats globalisés des campagnes en même temps que vous, normalement, enfin que enfin pas que vous, que les bénéficiaires des campagnes. Et puis, ça m'évoque autre chose, c'est que parallèlement, du coup, dans le cadre de la réglementation, il y a des contrôles obligatoires par des organismes agréés qui sont qui doivent être mis en place sur les établissements recevant du public. Et ça, il y a une base de données nationale sur lesquelles les établissements de contrôle doivent signaler les situations de dépassement qu'ils rencontrent. Donc, ils doivent pouvoir les porter à la connaissance des services de l'État. C'est un peu les deux modes d'information. Merci. On a une autre question, une autre main levée. Madame Rossari, vous pouvez activer votre micro, normalement. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors moi, fais partie du CPIE de Belle-Île-en-Mer et en fait, la question du radon est peu présente sur l'île
Donc, mais par contre, la question des logements et de la précarité liée au logement est quand même très présente. Et donc, comment, en tant que structure associative, on peut aussi aider aider les collectivités à pouvoir faire le diagnostic sur nos territoires. Est-ce Je que veux Anne répondre. Vidi peut prendre la parole du coup? Le diagnostic, mais je sais pas. Alors, dans certains territoires, on a des agences locales de l'énergie qui sont en capacité d'accompagner les collectivités. Après, c'est vrai que sur la question du repérage du logement précaire et globalement du logement indigne, c'est vrai que c'est une difficulté. On a des bases de données qui nous donnent un parc potentiellement indigne, mais qu'ensuite il faut recroiser effectivement avec la situation réelle locale. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'objectiver cette situation à l'échelle des territoires. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais voilà, c'est ce que je peux apporter à mon niveau. Après, peut-être en complément, dans les types d'actions que les CPIE dans une région ou l'autre peuvent accompagner, en tout cas en Pays de la Loire, il y a eu aussi des actions proposées d'accompagnement de collectivités sur le sujet de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant des publics et en particulier des enfants. Donc, avec une animation, par exemple, de réseaux de référents sur différents ERP pour intégrer les enjeux de qualité de l'air intérieur à la gestion du bâtiment. Et donc ça peut nécessiter d'embarquer autant le personnel de ménage que les usagers directs de l'établissement, que les chargés de maintenance, que les responsables du bâti. Et donc d'avoir une mobilisation collective, par exemple, autour du sujet de la qualité de l'environnement dans le bâtiment, et aller interroger aussi les achats de la commune. Voilà, on peut avoir cette démarche de manière un petit peu plus ciblée sur les établissements accueillant des très jeunes enfants, donc EAJE ou accueil périscolaire, etc. Donc voilà, il y a eu des actions de ce type-là. Il a pu y avoir aussi des actions en lien avec les FJT, sur les comportements aussi dans les logements, dans l'habitat. Voilà. Enfin, c'est pour donner quelques exemples d'actions qui ont pu être menées par des CPIE en Pays de la Loire, en tout cas. Est-ce qu'on a une autre question? Ah, Mila, je continue. Une autre question, vas-y. C'était juste pour vous dire merci, mais je n'ai pas accès au chat et je pouvais pas réactiver mon micro. Donc, c'était vraiment juste pour vous remercier. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Dans ce cas, je vous propose de continuer avec notre temps de table ronde et le témoignage de collectivités qui vont pouvoir vous donner des exemples justement de comment ils ont pu agir à l'échelle de leur territoire sur ces thématiques de l'habitat et des environnements intérieurs. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, alors on va démarrer avec une présentation de monsieur Richard Sebron, qui est vice-président Habitat de Mauges Communauté. Est-ce que vous pouvez partager votre écran du coup? C'est moi qui fais défiler vos Non, diapositives, je veux bien monsieur. que vous partagiez. D'accord, ok. Alors, ma première question pour vous, c'était déjà si vous pouvez nous présenter votre territoire et nous donner quelques éléments pour comprendre un peu les caractéristiques de votre territoire. On est un territoire qui est situé dans le Maine-et-Loire, au sud-ouest du Maine-et-Loire, en dessous de la Loire, comme vous pouvez le constater sur cette diapo, qui est situé au centre d'un triangle de grosses agglomérations que sont Nantes, Angers et Cholet, donc en complète interaction avec ces collectivités. Donc un bassin de vie qui est très dynamique, avec énormément d'emplois,
On fait d'ailleurs face au plein emploi et un développement économique qui ne cesse de garder sa dynamique. On a 52 000 logements et un territoire de 120 000 habitants, avec la particularité politique d'avoir organisé notre territoire qu'avec 6 communes nouvelles, donc qui historiquement étaient 64 communes déléguées. Et nos communes nouvelles sont de taille assez conséquente. La plus petite commune fait 16 000 habitants, la plus grosse 26 000 habitants, ce qui nous permet d'avoir le statut de communauté d'agglomération. Et pourtant, nous sommes en milieu rural. Donc on a cette particularité d'une organisation politique où on ne travaille qu'à 6, ce qui nous permet de fonctionner en bloc local avec une grande agilité et souvent la possibilité de déployer assez rapidement des dispositifs. Donc on peut peut-être passer sur la diapo suivante. J'ai une latence, alors je suis désolée. D'accord. J'ai l'impression que ça a planté de mon côté. L'organisation telle que je viens de vous l'expliquer, elle est unique en France. Il n'y a pas d'autres intercommunalités qui sont composées que de communes nouvelles. Cette structuration politique, elle a été organisée sur le mandat précédent. Et de suite, en fait, nous avons essayé de porter des documents cadres pour nous aider à conduire nos politiques publiques. C'est ainsi que nous avons validé 2 documents conséquents. Le programme local de l'habitat, donc fin 2019, qui a été approuvé donc, à la toute fin du mandat précédent. Donc le premier PLH de ce territoire, puisqu'il est très jeune, hein, l'agglomération, elle date de janvier 2016. Donc 3 ans après, nous approuvions notre PLH, ainsi qu'un plan climat-air énergie territoriale, avec des actions qui pouvaient parfois être interdépendantes, notamment sur le PLH, l'amélioration de l'habitat, avec l'objectif de faire un point info conseil des ménages, pouvoir engager une dynamique des professionnels et déployer des dispositifs d'aide. Je ne présente pas les autres actions. Notre PLH, il est constitué de 17 actions au total, avec un budget doté à la hauteur de 10 millions d'euros. Le PCAET, lui aussi, a été approuvé en fin 2019, avec des objectifs qui rejoignent quelques-uns du PLH, notamment la lutte contre la précarité énergétique, le travail sur la qualité de l'air intérieur, une sensibilisation sur les sujets du radon et la qualité de vie dans le logement, des sujets qui ont été abordés dans les présentations précédentes aussi. Et un peu plus tard, donc 2023, nous avons approuvé notre premier contrat local de santé qui lui aussi a une vocation à s'étaler sur 6 ans. Et la première action en fait que nous avons conduite, celle qui nous semble même être la plus emblématique en matière de transversalité sur les sujets de la santé et de l'environnement, c'est la création d'une maison de l'habitat que nous avons ouverte en janvier 2022. On peut peut-être d'ailleurs même passer sur la diapo suivante. Janvier 2022, donc maison de l'habitat, qui a vocation à pouvoir offrir aux habitants un guichet de référence sur toutes les questions de l'habitat et du logement, et pour que les habitants puissent obtenir toutes les réponses qu'ils le souhaitent, quelles que soient leurs questions en matière de logement. Et ce sujet, on l'a abordé initialement autour des difficultés que pouvaient rencontrer les habitants à se retrouver à la fois dans notre organisation territoriale, mais surtout c'est pas vraiment ce sujet principal, mais surtout dans la complexité des sujets et des partenaires qu'ils ont besoin de solliciter pour traiter de tous ces sujets. Donc la maison de l'habitat, son périmètre d'action, c'est évidemment les mêmes contenus de ce qui a été présenté en toute première diapositive, c'est-à-dire l'intégralité de l'agglomération de Moche Communauté, donc je ne vais pas revenir dessus, et son champ d'action directement auprès des habitants se tourne vers la rénovation énergétique, l'adaptation à la perte de mobilité, la lutte contre l'habitat indigne, la lutte contre la vacance, et diversité de d'autres sujets tels que le radon, la qualité de l'air intérieur, le logement social, le logement des jeunes. On pourrait aussi parler du logement spécifique aux personnes âgées, par exemple. Et un sujet aussi auquel on tient vraiment, c'est la dynamique des professionnels du bâtiment et de l'immobilier qu'on souhaite
qu'on souhaite entretenir pour créer ce véritable écosystème au sein de la maison de l'habitat, dans laquelle nous avons pu installer deux ETP, 2,5 ETP pour accompagner nos ménages, mais surtout y intégrer aussi tous les partenaires qui sont sur des champs d'intervention liés à ceux qui sont spécifiés ici, mais qui touchent peut-être parfois d'autres collectivités ou d'autres organisations. Et on les rassemble tous dans cette maison de l'habitat pour que l'habitant n'ait pas à se poser la question de savoir auprès de qui il doit se référer. On a par exemple la DIL qui est présente dans notre maison de l'habitat, ainsi que Alizé. On organise aussi des permanences pour les opérateurs OPA, puisqu'on a une OPA à l'échelle de l'Interco qui a démarré très récemment, donc en début de cette année-là. La maison de l'habitat remporte un vif succès. Vous le voyez sur la diapo, le territoire de Mauche Communauté, c'est 52 000 logements. En 2 ans et demi, nous avons accueilli 10 000 ménages qui ont pu prendre contact avec la maison de l'habitat. Donc, ça veut dire quasiment un ménage sur 5 de notre agglomération a pu avoir un contact avec la maison de l'habitat. Et j'insiste sur cet écosystème qui est créé avec l'intégration des professionnels du bâtiment et de l'immobilier qui sont devenus de véritables relais de la maison de l'habitat auprès d'eux pour leurs clients, mais pour nous, pour nos habitants. Donc, vous l'avez compris, l'objectif, c'est que l'habitant n'ait pas à pousser de multiples portes pour avoir les renseignements. Pour prendre un exemple très classique, un habitant qui envisage changer sa chaudière fioul, puisqu'on est un territoire rural sur lequel le nombre de chaudières fioul est conséquent, il entend très souvent la possibilité d'avoir recours à des aides. Et donc, à ce titre-là, il a tout intérêt à venir à la maison de l'habitat pour voir avec les agents quelles aides financières il a besoin. Et donc, effectivement, ce sujet des aides est exploré par nos agents qui accompagnent ou les partenaires qui vont prendre en charge le dossier. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va repartir avec d'autres conseils que la simple connaissance des aides financières dont il peut bénéficier. C'est pour nous l'occasion d'aller sensibiliser les habitants sur tous les autres sujets, dont la qualité de l'air intérieur. Nous faisons la même chose avec les professionnels du bâtiment, puisqu'on a un véritable partenariat avec Chambre des métiers, la CAPEB, la FFB, où on organise tous les ans 2 à 3 petits déjeuners des professionnels, où on leur présente le fonctionnement de la maison de l'habitat pour qu'ils puissent être dans un climat de confiance avec la collectivité. Et ça, c'est un pari qui est déjà gagné. On l'a commencé dès l'ouverture de la maison de l'habitat. Ça nous semble vraiment très, très important, mais vous comprenez à travers mes propos, parce que je me répète, que cette dynamique des pros doit contribuer aussi à la bonne réussite de ces dispositifs. Pour donner une information, le petit déjeuner que nous avons organisé dernièrement a regroupé 80 professionnels sur un temps du matin. On a essayé plusieurs formules. D'abord, la toute première qui m'a semblé être déterminante, parce que c'était une volonté politique de pouvoir les sensibiliser, ces professionnels. Sauf qu'une collectivité qui invite les professionnels à participer à une réunion, ça ne remporte pas toujours un vif succès. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est plutôt demander à la CAPEB d'organiser une réunion et de nous inviter, et sachant qu'on gérait intégralement le contenu. Vis-à-vis des professionnels du bâtiment, la perception n'est pas du tout la même. Et on le fait à une heure où ça ne les empêchait pas de pouvoir aller sur leur chantier. La réunion, elle se tenait à 7h30 le matin. Voilà, donc comme ça, ils pouvaient participer à cette réunion sur un temps assez court où on pouvait établir le contact, présenter nos dispositifs, et puis après, ils pouvaient repartir dans leurs travaux. Maintenant que le contact est plutôt bien établi, on peut se permettre d'organiser des temps plus en journée. Donc on l'a fait là la dernière fois, je vous l'ai dit, 80 professionnels réunis sur un temps du matin. Justement, on voit bien, c'est grâce à
pardon, au partenariat de la collectivité avec les nombreux acteurs concernés par ces thématiques-là que vous avez pu mobiliser aussi fortement sur vos actions. Est-ce que si Oui. on revient un petit peu à votre constat de départ et puis le lien peut-être avec un diagnostic qui a pu être fait sur votre territoire, qu'est-ce qui a fait que vous avez tout de suite, enfin, en tout cas d'après les dates de l'élaboration des plans que vous nous avez présentés, qu'est-ce qui a fait que la collectivité s'est tout de suite positionnée de manière transversale sur ces thématiques-là, en essayant de jouer sur les différentes politiques publiques concernées pour mettre en place ces actions? Déjà, je dirais que on est sur un territoire rural, le pragmatisme rentre beaucoup en ligne de compte. Vous l'avez vu à travers notre organisation territoriale, ça nécessite quand même une grande maturité en matière de coopération. Et ça, je dirais que c'est dans l'ADN du territoire, c'est pas forcément les politiques qui ont généré cette approche transverse. C'est quelque chose qui se traite dans énormément de domaines, que ça soit dans le domaine agricole, dans le domaine développement économique. C'est un territoire qui a déjà ça dans son ADN, donc je dirais que c'est assez facilité. D'ailleurs, nous, on ne sait même pas fonctionner autrement que comme ça, que d'avoir notre approche globale. Et puis, je le disais tout à l'heure, fonctionner à 6 nous permet quand même une certaine agilité. Et cette approche, elle fonctionne vraiment de manière très opérationnelle. Donc, c'est un héritage dont on bénéficie sur notre territoire. C'est un héritage que l'on doit de s'entretenir et qui se traduit par ces fonctionnements très transversaux. Tous nos documents sont en lien, en interaction les uns avec les autres. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, tout à fait. Mm. Donc dans les autres exemples d'actions que vous menez, on avait parlé d'une campagne d'information sur le Oui, radon. On aura oui, aussi l'exemple de Quimper communautés, mais votre démarche, elle est plus ancienne. Donc si vous voulez peut-être nous donner quelques d'accord. éléments pour qu'on puisse aussi, Alors, on est sur un territoire inégalement constitué sur le plan géologique. Donc avec des parties de territoire qui peuvent être plus exposées au radon. On a un peu de présence de granit, en fait, principalement sur 2 communes des 6 communes nouvelles. Ceci dit, on a quand même souhaité développer une campagne radon à l'échelle de tout le territoire. C'est un sujet auquel les habitants ne sont pas forcément très sensibles. Donc on a souhaité justement les acculturer à ce sujet. C'est la raison pour laquelle on a lancé dès 2020 des temps d'information à destination du grand public, avec des webinaires organisés à destination du grand public, mais aussi des professionnels de l'habitat et les professionnels de santé. Et puis concrètement, ça s'est matérialisé par la distribution de kits de détection aux ménages qui étaient volontaires, avec des points d'information radon dans chacune des 6 communes présentées. Donc 728 dosimètres ont été distribués entre 2020 et 2023, et on retrouve sur la diapo présentée l'état des retours avec, je vais dire, 2 manières d'appréhender ce retour. 86% des résultats nous amènent à dire qu'on a un risque faible sur notre territoire. Ceci dit, on a quand même d'autres d'autres dosimètres qui ont révélé des risques moyens et des risques élevés, même s'ils sont en pourcentage très faible. Moi, la perception que j'en ai, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'acculturation de nos habitants, elle est assez faible par rapport au sujet du radon. Et je pense que les dosimètres qui ont été distribués ont été faits, puisque ça se fait de manière volontaire, auprès de ménages qui peut-être étaient déjà personnellement sensibilisés sur le sujet. Et on sait que les solutions pour éviter d'être exposés peuvent être parfois assez simples en matière de ventilation. Et c'est peut-être des ménages qui, eux, étaient déjà habitués à ventiler naturellement leur maison. Et donc, en fait, on obtient des résultats qui peuvent être rassurants. Donc, on peut se satisfaire que les dispositifs simples fonctionnent. Voilà. Mais on peut aussi se dire que 728 dosimètres analysés, ce n'est pas assez. C'est la raison pour laquelle, je le disais tout à l'heure, on a pu toucher un ménage sur 5 à Mauges Communauté qui a pu franchir la porte de la maison de l'habitat. Donc quelqu'un qui vient pour évoquer des travaux d'adaptation à la perte de mobilité, par exemple, eh bien en fait, il va être sensibilisé sur ce sujet de la qualité de l'air, avec la possibilité aussi de pouvoir s'engager dans une campagne avec des dosimètres qui peuvent être à nouveau distribués. Donc petit à petit, on souhaite
renouveler cette campagne. C'est ce qui est prévu pour la période 2024-2025. Et puis, on va engager d'autres mesures où on va être moins dans l'attente de sollicitation des ménages volontaires, mais faire du aller vers. On a le programme SLIM qu'on va déployer sur notre territoire, donc qui nous permet d'aller vers des ménages qui sont plus en précarité énergétique, mais c'est la solution aussi pour nous d'aller pouvoir les sensibiliser autour des enjeux de la qualité de l'air, par exemple. On a un autre sujet qui concerne la facilitation au recours des matériaux biosourcés en ce qui concerne la rénovation énergétique. Là aussi, pour nous, c'est une manière d'aller sensibiliser les habitants à la qualité de l'air. Et ça, on l'a lancé il y a quelques temps maintenant, et ça remplit ça requiert un vif succès. Et donc là, je vois faire la transition pour moi, ce qui est très bien. Notre dispositif d'aide qu'on a initié dès le début du mandat a très bien fonctionné en matière de travaux de rénovation énergétique. Et là, nous avons souhaité continuer et même renforcer avec un nouveau dispositif d'aide sur la période de 2023 à 2025 inclus, où on s'est doté d'un budget de 2 400 000 euros pour faire de la rénovation énergétique et de l'adaptation à la perte de mobilité. Et en même temps, comme je vous le disais quasiment à chaque phrase, sensibiliser sur les autres sujets, dont la qualité de l'air, sachant que ce que l'on retire de notre expérience des 3 premières années de notre PLH, dans cette dynamique-là, 1 euro mobilisé par Moche Communauté est l'équivalent de 10 euros de travaux. Donc ça fonctionne très fort, sans compter aussi une autre manière de sensibiliser les acteurs, que sont les acteurs économiques. C'est justement ce volet économique de travaux conséquents qui sont réalisés majoritairement par des entreprises qui sont sur notre territoire. Donc on y va vraiment à la fois sur le quantitatif, parce que ce sont des sommes conséquentes, beaucoup de ménages qui ont été soutenus, mais aussi sur l'aspect qualitatif, avec, comme je vous le disais, des primes apportées à l'utilisation des matériaux biosourcés, donc qui contribuent aussi à améliorer la qualité de l'air. On prime aussi les travaux qui permettent l'atteinte d'une étiquette A et B, et nous continuons notre dynamique des pros avec notre souhait d'élargir à d'autres acteurs tels que Ecobat. Alors justement, vous avez déjà parlé de points forts et d'apports de ces thématiques-là. Donc et notamment, la mobilisation que vous avez réussi à avoir autour de vos actions et auprès d'acteurs différents. Est-ce que vous voyez d'autres apports de ces différentes actions pour votre territoire que vous n'auriez pas cités encore? C'est pas forcément évident d'y répondre. Je vais dire à ma décharge, on va dire, qu'on est sur notre premier programme local de l'habitat, donc pas forcément d'acculturation ni des élus ni des habitants sur ce type de sujet. Pourtant, on a démarré pied au plancher dès 2020, dans une période où c'était pas forcément facile de lancer grand-chose. Voilà, donc on a eu la chance de disposer d'un programme local de l'habitat qui était validé dans l'équipe par les équipes d'élus précédentes, avec le fait de pouvoir être opérationnel tout de suite. Et là, par rapport aux questions que vous posez, je pense qu'on aura effectivement d'autres champs à explorer dans le cadre du programme local de l'habitat numéro 2, sur lequel on va aussi s'engager. Et donc, il y aura toute une phase diagnostique. Et comme on est sur un territoire où on a une sensibilité forte à la contribution collective, dans l'élaboration de notre PLH, on va aussi aller sensibiliser les habitants, les partenaires, les professionnels, pour nous apporter aussi, je dirais, leur point de vue. Donc peut-être que dans ces temps-là, on aura justement la possibilité d'identifier d'autres champs d'action, et auquel cas je pourrai répondre à votre question, mais il faudra attendre quelques mois. C'est un peu tôt pour l'instant, d'accord. Et est-ce qu'au niveau des freins que vous avez rencontrés, parce que là, on voit qu'il y a quand même eu une dynamique intéressante autour de toutes ces actions-là. Vous m'aviez parlé notamment du turnover de certains partenaires où ce n'était pas forcément toujours évident d'avoir le même interlocuteur. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a peut-être des difficultés auxquelles vous avez pu faire face pour mettre en Oui. place ces actions-là? Le turnover des partenaires,
qui est liée aussi aux dispositifs d'aide qui sont très mouvants. Voilà, donc il y a des dispositifs qui démarrent, d'autres qui s'arrêtent, certains qui changent de nom sans changer de contenu, d'autres qui changent de contenu sans changer de nom. Et c'est effectivement une difficulté pour nous, comme ça peut l'être pour les habitants. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, nous, que la difficulté ne soit que pour nous. Et notre maison de l'habitat, justement, permet de gommer tout ça du point de vue de l'habitant. Par contre, au niveau de notre collectivité, ça nécessite d'être en très grande veille et ça mobilise de l'ingénierie et des services autour de tous ces sujets. Ça, c'est des choses qu'on peut des fois discuter avec les parlementaires, mais on peut toujours se satisfaire finalement d'une volonté à toutes les échelles de pouvoir être impliqué dans ces domaines-là. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de principal. Je pense qu'à chaque fois qu'on peut se plaindre effectivement que les dispositifs changent tout le temps, mais la volonté, en fait, est toujours la même, c'est d'aller plus loin et d'aller mieux encore. Donc, c'est une satisfaction et nous avons choisi le parti pris de s'adapter nous-mêmes à ces dispositifs-là sans que ça impacte les habitants et les professionnels du domaine. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Donc je vous propose de poursuivre avec la présentation de Quimper les communautés et puis de terminer par le temps de questions, si c'est bon pour vous, monsieur, c'est bon. Alors, monsieur Audrin, je pense que vous pouviez Oui. partager votre écran directement. Alors, je vous laisse faire. Donc, Est-ce c'est que c'est bon. bon pour vous? Oui, c'est bon. Ok, super. Je vous laisse vous présenter si vous voulez et puis présenter le contexte de votre territoire et puis un peu l'origine de cette action de campagne de mesure de Ouais. radon. Alors du coup, je me présente, moi c'est Nicolas Audrin, donc, je suis chargé de mission du contrat local de santé à Quimper les communautés. Donc pour rapidement présenter je vais vous mettre ici. Pour rapidement présenter le territoire, donc on est une communauté d'agglomération hein, située dans le Finistère. On a environ 57 000 habitants, 16 communes et on est situé entre deux grandes villes de Lorient et Quimper. Donc on a un territoire assez étendu et qui est très dynamique, donc on a cette chance-là sur le territoire. Alors, ça a été dit précédemment, hein, qu'est-ce que le radon sans rentrer dans les termes scientifiques, c'est un gaz radioactif hein, qui est issu des gaz des roches granitiques, hein, qui est incolore et inodore. Et donc, c'est la deuxième cause du cancer du poumon après le tabac. Et si on fait le beau cocktail tabac plus radon, on multiplie par 20 le risque de contracter un cancer du poumon. Donc, bien sûr, quand on évoque ces chiffres, ça peut faire peur. Hein, quand on évoque ces chiffres auprès des habitants, on peut les faire peur directement. Mais voilà, c'est une exposition qui est prolongée sur des années et des années. C'est pas parce qu'on va fumer une cigarette qu'on va forcément avoir un cancer du poumon. Enfin, voilà, c'est l'exemple qu'on donne et ça peut faire peur, mais on va voir après qu'il existe des solutions, quoi. Alors, pour rapidement présenter l'action, alors voilà à quoi ressemble un kit radon. Je présenterai après un plus en détail l'action. Alors, il y a un appareil de mesure hein, qui est juste ici. Alors, en photo, moi aussi, je l'ai en petit ici. Il y a un mode d'emploi, une enveloppe pré-timbrée à l'adresse du siège de Quimper-l'Éco et un questionnaire bâtimentaire qu'on traite juste après. Alors, pour présenter l'action, elle est issue du diagnostic santé-environnement qu'on a lancé en 2022. Et comme vous l'avez peut-être vu sur l'autre slide, les 16 communes de Quimper les communautés étaient concernées par un potentiel risque radon sur la collectivité. Donc, c'est pour ça qu'on en a fait une priorité en fait dans le plan d'action santé-environnement qui sera d'ailleurs validé ce mois-ci en conseil communautaire. Mais voilà, c'était vraiment une priorité des différents groupes de travail de mener cette campagne-là. Pour contextualiser un petit peu, moi je suis arrivé sur le poste en septembre et voilà, ma prédécesseuse avait commandé auprès de l'ARS 200 kits radon environ pour les distribuer sur le territoire.
Alors, on pourrait penser que 200 kits radon pour 57 000 habitants, c'est pas énorme, mais voilà, c'est pas si facile que ça de le distribuer. Donc, voilà. Voilà, alors, comme je suis arrivé en septembre, le radon, ça se mesure en hiver, hein, parce que c'est à ce moment-là que les gens n'aèrent pas, donc c'est à ce moment-là que le gaz va être le plus présent et que la mesure va être la plus fiable. Et donc, quand je suis arrivé, on était déjà presque dans la période de mesure, donc on a mené très rapidement la démarche. On a été accompagné pardon, par Approche Ecohabitat, qui est une association qui ont un contrat avec l'ARS et pour accompagner les CLS qui mènent ce type de démarche. Et après aussi, j'ai été aussi accompagné du service de rénovation énergétique de l'habitat de Quimper-les-Caux, avec qui on a une belle collaboration. Et voilà, on a dû vraiment mener très rapidement la démarche. Et c'est ça qui... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, l'objectif de cette campagne, c'était de sensibiliser les habitants sur la qualité de l'air intérieur de manière générale, puis plus spécifiquement sur le radon. Et c'était aussi de donner la possibilité aux habitants de mesurer le taux de radon dans leur logement, mais aussi d'agir s'ils avaient un taux élevé, hein, au vu encore des chiffres qu'on avait vus dans le diagnostic. Alors, pour resituer un petit peu tout le calendrier, les phases de travail qu'on a menées, en octobre-novembre, on a construit un petit peu la méthodologie, hein, parce que voilà, quand je suis arrivé auprès de mon collègue du service de rénovation énergétique, voilà, il m'a dit tu vas faire peur à tout le monde, hein, deuxième cause du cancer du poumon après le tabac, on va faire flipper toute la collectivité, tous les habitants. Donc, c'était vraiment construire la méthodologie. Et c'est hyper important de faire ça pour bien se sécuriser, voilà, pour bien délimiter toutes les choses. Donc voilà, on a délimité le protocole de distribution, hein, voilà, comment on allait distribuer ça auprès des habitants, comment ils allaient s'inscrire, des choses comme ça. Le public ciblé, hein, est-ce qu'on allait par exemple cibler les personnes en logement social? C'est des questions aussi à se poser. On a aussi formé des professionnels à la remise du kit. Alors, on accueille sur le territoire, il y a des permanences au service de rénovation énergétique de l'habitat, donc par Citémétrie, l'ADI, l'ACO et l'OPA. Enfin, l'OPA, c'est la Citémétrie, je n'ai pas tous les contextes en tête, mais voilà. Donc, on a formé ces professionnels-là et alors formés à la remise du kit, hein, voilà, les sensibiliser au radon, sur comment répondre aux questions des personnes qui ont des questionnements sur le radon. Donc, voilà. Il y avait aussi l'après-mesure, voilà, ne pas laisser les gens dans l'embarras, hein. S'ils avaient un taux très très élevé, qu'est-ce qu'on fait juste après, hein, comment on les prend en charge, c'est quoi le protocole, la communication aussi. On a communiqué sur cette action-là dans la presse, les réseaux sociaux, les choses comme ça, mais aussi auprès de tous nos partenaires, hein, la Citémétrie, la DIL et tout ça. Et après, voilà, les objectifs et risques de la campagne. Donc, le principal risque, comme je l'ai déjà dit, c'était vraiment voilà, faire créer la peur chez l'habitant et comment contrer ça, en fait. Voilà. Et après, l'avenir de l'action, si jamais il y avait du succès, si elle était reconduite ou pas. Alors après, en janvier, du coup, on a réussi rapidement à organiser une réunion publique avec plus de 80 personnes. Voilà, on peut le voir sur la photo, c'était une photo de la réunion publique. Donc, il y avait une première sensibilisation par une conseillère médicale en environnement intérieur de Cap-Ter. Et après, plus spécifiquement sur le radon, donc avec l'association Approche Ecohabitat qui était présente aussi. On avait plus de 80 personnes et on a distribué 60 kits. Voilà, il y avait une distribution de kits à la fin de la soirée et on en a distribué plus de 60. Mais voilà, à la fin de la soirée, on avait des personnes qui nous évoquaient, voilà, qui avaient un ami, un voisin qui était intéressé par la démarche, mais qui n'avait pas pu être présent à cette soirée. Donc, on a organisé la semaine d'après une permanence sur inscription. Pendant toute une journée, on a distribué 110 kits et on a dû mettre aussi une liste d'attente en place parce qu'on n'avait plus assez de kits. Et voilà, c'était là aussi un peu un peu administratif. En fait, il y avait des personnes qui étaient inscrites qui n'étaient pas venues. C'était pour les appeler pour savoir s'ils souhaitaient toujours avoir un kit parce qu'il y avait quand même des gens en liste d'attente. Enfin voilà, c'est toute une démarche administrative en fait et c'est ça qui prend beaucoup de temps aussi. Donc voilà, 110 kits distribués à cette journée-là, on a eu un gros succès.
Alors après, en mars, donc la mesure, je l'ai pas dit, elle dure 2 mois. Hein, c'est 2 mois de mesure minimum, et ça prend du temps. Hein, du coup, les gens l'oublient généralement. C'est pour ça qu'on dit aux personnes, voilà, de mettre un rappel sur leur téléphone, de l'inscrire dans leur calendrier, parce que voilà, en mars, on a commencé à recevoir les premiers kits et donc à les envoyer au laboratoire. Et après, voilà, c'était aussi remplir tout le fichier Excel avec toutes les données du questionnaire qui étaient présents aussi dans le kit. Donc voilà, là aussi, c'est beaucoup de relances. Les gens l'oublient, comme j'ai dit, c'est beaucoup de relances. C'est une première relance par mail. Si après on n'a pas de réponse, c'est une deuxième relance par téléphone, hein, parce qu'au moment de l'inscription, les gens inscrivent leurs coordonnées. Adresse mail, adresse postale, numéro du kit aussi, c'est très important parce que si on n'a pas le numéro du kit, le suivi ne peut pas se faire. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Mais au final, on a eu comme des retours, j'en parlerai juste après. Et voilà. Hop. Oui, bah, justement, si vous avez quelques éléments de bilan de cette action que vous pouvez Oui. déjà tirer après cette première campagne. Alors, on a distribué, alors oui, je vais expliquer le 226. Donc, en fait, au mois d'avril, je crois, au mois de mars, mi-mars, non, pardon, même pas, mi-février, j'étais presque en rupture de stock. Et donc, j'ai sollicité l'ARS pour savoir s'ils n'avaient pas des kits supplémentaires à nous envoyer. Et donc là, on a reçu 30 kits supplémentaires de l'ARS et je remercie encore l'ARS parce que ça nous a bien dépanné. Et en fait, voilà, c'était des kits qui venaient d'une autre collectivité qui n'avait pas été utilisée. Donc voilà. Donc en tout, on a distribué 226 kits et on en a reçu 209 donc, qui ont été envoyés au laboratoire. Donc c'est des chiffres assez encourageants, hein, je pense sur d'autres collectivités où des fois les kits, la moitié des kits ne sont pas reçus. Donc voilà, là, c'est quand même assez encourageant, 209 kits. Et voilà, j'espère qu'il y a eu un dynamisme sur le radon dans notre territoire. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais on a eu beaucoup de succès sur l'action et voilà, ça a favorisé tout l'ensemble de l'action en fait. Donc voilà. Concernant les résultats qu'on a reçus, donc j'ai reçu environ 150 résultats. Et c'est là aussi des chiffres encourageants par rapport aux chiffres du diagnostic. Hein. On a environ 87% qui sont, enfin la majorité sont en dessous le risque pour la santé qui est à 300 becquerels. On a 11%, donc c'est 14 habitations, je crois, oui, qui sont dans un risque modéré entre 300 et 1000. Et on a 3 habitations sur le territoire qui sont à plus de 1000 becquerels. Donc là, c'est des chiffres encourageants, comme je le dis. Hein, voilà, c'est par rapport aux chiffres du diagnostic. Voilà. Comme je le disais, j'ai estimé un peu mon temps RH, donc estimation de 54 heures de temps RH sur l'action. Et ce qui prend le plus de temps, en fait, ça va être voilà, les relances, en fait, comme je disais. Je ne veux pas faire peur aux participants qui souhaitent se lancer dans la démarche, mais voilà, il faut bien se mettre à l'idée que ça prend du temps. Et voilà, moi je coordonne un CLS et j'avais pas que le radon dans cette période-là, donc ça me prenait énormément de temps. Voilà, c'est toutes les relances, les envois aussi de résultats hein, par courrier, parce que on les envoie par mail et par courrier si jamais on n'a pas d'adresse postale. Donc voilà, c'est vraiment changer tout le résultat, tout ça, ça prend du temps. Voilà, je ne veux pas vous faire peur, mais ça prend du temps. Et bien sûr, au vu du succès qu'on a eu, l'action sera reconduite pour l'hiver 2024-2025. Donc là, je note bien la question du temps passé sur cette action-là, qui est un peu un frein à sa mise en place. Au niveau Ouais. des apports et des points positifs que vous en retirez, mis à part le fait que vous avez bien réussi votre approche de ne pas faire peur aux gens, puisqu'ils ont bien Oui. répondu à la distribution de kits. Est-ce que vous en tirez d'autres points positifs Bah, bien sûr. Alors après, sur le territoire, on avait des élus qui étaient super engagés envers cette question de santé et d'habitat. Donc ça a bien favorisé les choses en fait, et notamment aussi avec mon collègue du service de rénovation énergétique où il a lancé aussi la dynamique, les choses comme ça. Enfin, voilà, moi je venais tout juste d'arriver, je découvrais un peu le poste
et tout s'est lancé rapidement et on est très content. Et aussi l'association Approche Ecohabitat qui nous a très très bien accompagnés, qui était très disponible et ça a aussi favorisé le succès de l'action en fait. Enfin voilà, donc il faut le dire. Donc je pense à mes collègues chargés de mission du breton, si jamais vous voulez vous lancer, voilà, n'ayez pas peur, vous serez bien accompagné par Approche Ecohabitat, hein, ça peut faire peur. Alors on peut faire peur aux habitants, mais ça peut nous faire peur aussi de lancer la démarche. Donc, donc voilà, si on délimite bien les choses, si on délimite bien tous ces points-là, tout se passe très bien et voilà, j'espère aussi qu'il y aura un succès aussi sur les autres collectivités comme on a eu nous. Mais voilà, sur les apports de l'action, bah voilà, presque l'ensemble des kits ont été distribués avec un supplément. Ça, c'est pas à négliger et j'espère qu'on aura autant de succès sur la prochaine campagne. Donc voilà, et on présentera notamment les résultats à la prochaine campagne lors d'une autre réunion publique. Très bien, bah, merci beaucoup pour votre témoignage. J'avais une autre question, mais je vois qu'il y en a beaucoup dans le chat, donc je vous Ah, propose peut-être de passer la parole aux participants. oui. Voilà, si j'avais, enfin, je termine quand même avec ma dernière question, le lien au diagnostic. Est-ce que les résultats obtenus, vous allez vous en servir aussi pour peut-être actualiser des données que vous aviez? Comment vous Bien allez sûr. peut-être articuler l'action avec le diagnostic? Oui, bien sûr, on va actualiser ces chiffres-là dans le diagnostic et ça permettra aussi de voir. Alors après, il n'y a pas une représentation homogène des communes, mais de voir un peu les communes qui sont les plus concernées sur le territoire. Alors généralement, c'est des communes qui sont plus situées dans les terres que sur le littoral, mais voilà, ça nous permettra d'avoir un peu une vision un peu plus précise en fait sur les communes et peut-être après plus tard de mener des actions un peu plus précises sur ces communes-là qui peuvent être concernées, quoi. Mais voilà. Et j'ai pas parlé aussi des financements. Alors c'est un peu la question qui peut fâcher, mais je remercie encore l'ARS parce qu'on a eu 0 financement, nous, de notre côté. En fait, l'action a été financée entièrement par l'ARS Bretagne et ça a aussi facilité les choses pour le succès. Donc voilà, encore merci à l'ARS pour ça. Et voilà. Merci. Alors, je vais peut-être donner, enfin, lire les questions dans le chat, le temps que, Iman, tu Oui. puisses donner, ouvrir le micro aux personnes qui ont levé la main. Alors, j'ai une première question: quelle est la suite pour les logements à risque élevé et modéré? Et dans les questions, n'oubliez pas Oups. aussi que vous pouvez les poser à monsieur Sébron qui est toujours connecté, donc sur son premier témoignage sur, Moche Communauté. Donc, voilà, vous pouvez poser vos questions sur les 2 témoins qui sont toujours présents. Donc sur les suites pour les logements à risque élevé et modéré. Alors, pour la suite, justement, donc dans le contrat prévu avec Approche Ecohabitat et l'ARS, pour les logements qui sont situés au-dessus de 1000 becquerels, en fait, qui est vraiment le risque élevé, l'association peut se déplacer chez l'habitant, en fait, chez le ménage qui a un risque pour sa santé, pour faire un diagnostic bâtimentaire, en fait, qui est financé aussi par l'ARS. Hein, ce diagnostic est gratuit. Voilà pour voir ce qui est possible de faire ou non comme travaux, des choses comme ça. Alors bien sûr, c'est du conseil, hein, c'est pas de la vente de travaux. Et voilà, on peut aussi énoncer des projets de rénovation énergétique. Hein. Ça peut être l'occasion de rénover son logement en même temps de faire baisser son taux de radon et prendre en compte l'étanchéité à l'air dans ce projet de rénovation. Donc voilà, on ne laisse pas bien sûr les habitants seuls, en fait, ils sont vraiment accompagnés par l'association et on aura un peu plus de retour sur ces mesures un peu correctives, je pense, plus tard dans l'année, lors de la deuxième campagne, si jamais ces habitants-là ont réussi à faire baisser leur taux. D'accord, merci. Alors autre question dans le chat, mais qui seront peut-être plus, adressées à l'ARS, à Anne. Le financement par l'ARS est-il possible sur le même territoire plusieurs années de suite? Et peut-on avoir une idée du montant total de financement par l'ARS Bretagne, donc du budget de cette action? Alors, je vais me permettre de passer la parole à Laurie Tolek, qui est notre pilote régional à l'ARS sur les environnements intérieurs et qui assure le suivi au niveau régional de ces campagnes radon. Laurie, si tu... J'ai la parole pour le micro. Ah, elle n'a pas la parole pour le micro. Il faut que tu l'autorises à prendre la Oui, parole, je m'en charge. Iman. Oui. Normalement, c'est OK.
Elle devrait C'est pouvoir bon. répondre. Bonjour Bonjour à tous. Merci Nicolas pour ta présentation et les actions menées, bien sûr. S'agissant des financements ARS, en fait, on a un financement à l'opérateur, enfin, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, donc auprès de l'association Approche Ecohabitat, mais aussi auprès d'autres associations qui interviennent sur le volet plus spécifiquement de la qualité de l'air intérieur, notamment certaines CMEI, comme Capter Bretagne qu'on a évoqué, mais il y en a d'autres qui interviennent à l'échelle de la Bretagne. On a aussi une convention avec la Mutualité française de Bretagne, avec la Maison de la consommation et de l'environnement. Enfin bref, il y a tout un tas de contrats entre l'ARS et les associations qui sont financés sur la temporalité du PRSE, en tout cas pour 2 ans, pour cette fois, pour le démarrage du PRSE 4 en tout cas. L'idée, c'est que oui, l'ARS puisse financer sur plusieurs années consécutives ce type d'action. Après, on est quand même tributaire du budget annuel qui nous est alloué. Donc, même si la volonté, elle est bien d'accompagner sur la durée, on est tributaire d'une enveloppe allouée d'une année sur l'autre. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des montants, Approche Ecohabitat aujourd'hui fonctionne quasi exclusivement avec du bénévolat de personnes internes. Donc, l'enveloppe annuelle, elle est à hauteur de 60 000 € pour une intervention Bretagne totale. Voilà. Merci. Alors, il y a plus Moi, de je me suis questions. permis, Marie, du coup, de mettre dans le chat aussi les éléments correspondants pour les Pays de la Loire, du coup. D'accord. Merci, Gwenaëlle. Alors moi, je vois plus de mains levées. Alors, je ne sais pas si c'est mon affichage ou s'il y a vraiment plus de questions. Ah voilà, il y en a une qui revient. Non, il n'y a plus de main levée. Il n'y a plus de mains levées. D'accord, Je pense que les réponses ont été apportées. d'accord. Éventuellement, moi, je voulais revenir sur, parce que j'ai peut-être pas répondu complètement à la question du CPIE Belle-Île en mer tout à l'heure, parce que je pense que derrière la question, il y avait la problématique des territoires qui ne seraient pas concernés par un enjeu radon. C'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur l'indicateur radon comme un indicateur de mobilisation d'un territoire sur la qualité de l'air intérieur. Alors que la qualité de l'air intérieur, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Quand j'ai présenté les enjeux, j'ai parlé d'activités tout à fait communes que sont la production d'humidité du fait des pratiques normales dans un logement, de respirer, de prendre une douche, etc., ou la cuisson des aliments, ou les produits qu'on va pouvoir intégrer dans le logement, que ce soit pour des activités de ménage, de bricolage, de travaux, etc., dans des activités très courantes. Et le problème, c'est que la qualité de l'air intérieur, évidemment, n'est pas visible. Donc, la mesure du radon, c'est un des canaux pour rendre plus concrète cette problématique de qualité de l'air intérieur. Mais l'enjeu, c'est bien de travailler tous les enjeux de qualité de l'air intérieur, voire tous les enjeux de qualité de l'environnement dans le logement. C'est vrai qu'en ça, nous, ça nous intéressait aussi que Moche Communauté puisse présenter comment, à partir d'une démarche radon, ce sont tous les enjeux de qualité du logement qui peuvent être intégrés dans des politiques sectorielles. Et je voulais citer aussi qu'un des autres canaux qui sont utilisés pas mal par les associations qui interviennent sur ces thématiques auprès des citoyens, ce sont les usages, la réduction des usages des produits chimiques dans le logement. On n'est pas en prise, enfin, en tout cas, c'est un canal pour aborder la question de la qualité de l'air intérieur, rappeler l'importance de la ventilation, des bonnes pratiques en matière de ventilation et d'aération. Donc, il y a plusieurs possibilités pour accrocher la thématique et rendre un petit peu plus concrète ce sujet de la qualité de l'air intérieur qui n'est pas forcément directement palpable. Merci. Alors, je vois qu'il y a une main levée, mais juste avant, dans le chat, il y a Madame Cognier qui apporte des éléments d'information pour Moche Communauté par rapport à la présentation des résultats et aux suites pour les ménages. Donc, pour Moche Communauté, les ménages au-delà de 300 becquerels se voient proposer une visite d'analyse au domicile assurée par le CPIE Loire-Anjou pour les résultats entre 300 et 800 becquerels et pas réalisée pour les ménages au-delà. Les ménages qui engagent ensuite des mesures de remédiation se voient proposer un dosimètre pour remesure en année 2. Donc voilà un exemple de suite qui peut être proposé par la collectivité à ce type de résultat.
Oui. Alors, je vois une autre main levée. Oui, c'est pour répondre pour le CPIE de Belle-Île-en-Mer. En effet, nous, on a quand même beaucoup de complications autour de l'humidité et aussi la précarité des logements. Et je pense qu'on peut être des acteurs sur le territoire sur ces questions-là. Et en effet, faire de la sensibilisation auprès du public, c'est quand même déjà les actions qu'on mène, quoi. Donc voilà, c'est rassurant de voir que l'entrée radon n'est pas la seule pour la qualité de l'air intérieur. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres remarques, hein, si vous voulez aussi réagir à nouveau, Monsieur Sébron ou Monsieur Audrin, par rapport aux échanges qu'on vient d'avoir et à Oui. vos actions? Non, pas d'autres questions? Non. Alors, J'ai peut-être une autre réaction aussi, c'est que la proposition d'une mesure de radon auprès de volontaires, elle intervient, elle peut intervenir du coup dans un moment de la vie du bâtiment qui n'est pas le plus logique. C'est-à-dire que par exemple, on vient de finir un programme de rénovation du logement, on va faire cette mesure du radon et puis on va mettre en évidence les problèmes ou les malfaçons, en tout cas la mauvaise intégration de cet enjeu dans le bâtiment. Et donc c'est important aussi, je pense qu'à Mauche Communauté, vous pouvez aussi faire ça, c'est-à-dire de positionner cette proposition de mesure de radon ou d'intégration plus large de la qualité du logement dans une phase travaux ou dans une phase où on va vraiment penser, voilà, donc peut-être que vous pouvez compléter ça, Monsieur Cesbron. Je vais dire oui et non, parce que personnellement, nous n'avons pas été confrontés à ce type de problématique où les dosimètres retirés jusqu'à présent n'ont jamais été dans la suspicion de mauvais travaux réalisés ou jamais eu ce retour-là. On l'a vécu ailleurs dans la région en tout cas. D'accord, mais merci de cette expérience parce que c'est des choses qui pourront justement être anticipées au cas où. Et non, on l'a pas vécu sur le territoire. Et du coup, vos opérateurs à la maison de l'habitat peuvent proposer éventuellement cette mesure à un moment où le ménage se renseigne sur un programme de travaux ou l'intégrer dans une dynamique de rénovation énergétique, c'est ça? Oui, c'est possible. Mais comme, je dirais, on ne doit pas être loin des 100% des habitants qui engagent des travaux intérieurs chez eux, que ce soit principalement rénovation énergétique, ils ont déjà un recours à la maison de l'habitat. Le conseil apporté, il est neutre et gratuit, mais il est quand même techniquement assez poussé. Donc j'imagine que l'habitant qui fait un choix sur ses scénarios de travaux est déjà sensibilisé à la bonne, tout l'intérêt aussi d'un bouquet de travaux complet ou à la bonne réalisation des travaux. Moi, pour l'instant, j'ai pas eu ce retour. Je peux imaginer ça possible, par exemple, quelqu'un qui viendrait pas solliciter les conseils, qui ferait des travaux chez lui, et puis après, qui pourrait estimer que ces travaux ne sont pas efficients, et qui reviendrait vers nous en disant moi, j'aimerais bien mesurer maintenant, quoi. Très bien. Eh bien, merci pour tous ces éléments de réponse et ces échanges. Alors, je vous propose de conclure ce webinaire. Il nous reste quelques minutes. Alors déjà, merci à tous pour votre participation et en particulier pour nos intervenants, de vous être rendus disponibles et puis d'avoir alimenté les réflexions sur la thématique d'aujourd'hui. Je vais vous mettre dans le chat un questionnaire de satisfaction. Donc, c'est juste pour nous aider à toujours améliorer l'organisation de ces webinaires-là. C'est vraiment quelques réponses et rapides. J'enverrai aussi un mail avec un lien pour y répondre. On se retrouvera le jeudi 27 juin. Cette fois, ce sera l'après-midi pour un dernier webinaire, le dernier webinaire de ce cycle sur la thématique changement climatique, aménagement et cadre de vie du diagnostic à l'action, avec de nouveau 2 collectivités témoins.
Et puis, on vous a mis aussi dans sur cette diapositive les contacts en Pays de la Loire et en Bretagne, si jamais vous avez des questions par rapport à des projets que vous voudriez mener ou des actions ou des financements. Voilà, n'hésitez pas à vous orienter vers ces adresses mail-là pour poser vos questions. Donc, merci encore à tous et puis je vous dis à bientôt, j'espère, au 27 juin pour le dernier webinaire. Bonne journée. Merci à tous. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.